Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc effectivement, l'introduction faite par Thomas Michaud et du Pain-Béni pour vous parler de l'agilité systémique, ou encore de l'adaptation fondamentalement de nos organisations, qu'elles soient privées ou publiques, à cette ère postmoderne. Alors, les sujets que je souhaiterais partager avec vous dans cette demi-heure, c'est tout d'abord regarder au-delà de la digitalisation, de la numérisation. On est en fait au milieu d'un changement et on n'est pas dans une ère de changement, hein, comme certains l'entendent. En passant, en fait, on propose d'utiliser la nomenclature, passer de l'ère moderne à postmoderne. On regardera ensuite le modèle de l'agilité systémique qui nous permet, qui nous donne des cartes pour lire, comprendre ce qui se passe autour de nous donner des clés d'action éventuellement pour organiser l'action dans nos environnements respectifs. Et je conclurai avec quelques observations qui ont été faites sur base de ce modèle, parce que le modèle d'agilité systémique, en fait, est un diagnostic qui permet de mesurer au sein des organisations de façon principalement quantitative, mais également qualitative, la maturité agile des organisations. Alors, Gérald le disait en début de session, hein, l'agilité, on voit partout, même sur les couches culottes. Donc, quand on parle ici d'agilité, on est davantage en fait dans une culture de l'agilité qui permet en fait d'affronter les prérogatives du monde postmoderne. Alors, commençons par regarder à ce changement d'air entre monde moderne et monde postmoderne. Hier soir, en regardant la télé, j'ai été surpris par cette pub de Levi's, des jeans. Je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont vu, où Levi's fait la promotion de garder ses vêtements le plus longtemps possible. Et je me suis interrogé en me disant, mais l'intérêt de Levi's, c'est de vendre des jeans, de vendre des vêtements, et ils font de la publicité pour en vendre le moins possible. Une autre publicité qui indiquait le niveau de réparabilité des articles électroniques, ou encore là, on pousse fondamentalement à consommer différemment. Et ces publicités insérées dans d'autres publicités qui poussent à consommer. Et donc, ce qu'on voit en fait dans le monde actuel, c'est une série de messages qui semblent être fondamentalement contradictoires et qui font en sorte que la qualité de l'information ou le contenu de l'information, la connaissance, n'a plus la même valeur qu'elle avait par le passé. Et ce qui fait que voilà, ça peut être plus compliqué quelque part d'évoluer. Un autre élément macro, hein, fondamentalement, qui caractérise notre environnement, c'est si on regarde la loi Pacte, par exemple, dans le monde privé, donc qui définit la possibilité pour les entreprises privées donc, de devenir des entreprises à mission, et donc d'avoir une certaine attention hein, par rapport aux commandes, dont parlait Thomas Michaud, et d'autre part, dans la fonction publique, bien, on a ce gros programme de transformation de la fonction publique qui donne une impression quelque part que monde privé et fonction publique pourraient quelque part bouger avec une même intention. Et donc voilà, dans un monde relativement complexe qui change, l'agilité, la maturité agile est sans doute un élément qui permet de mieux dribbler, mieux s'accommoder fondamentalement de ce changement d'air pour la satisfaction des parties prenantes. Et un point important ici, c'est que ce que disait Einstein, parce que j'aime bien, c'est-à-dire nous ne pouvons pas résoudre en fait les problèmes avec le niveau de pensée qui les a créés. Et donc, la situation dans laquelle nous nous trouvons a été créée effectivement par toute une série de pratiques industrielles. Hein. Si on regarde cette culture, la culture, c'est la sédimentation des différents événements fondamentalement. Et je dis, mais comment faire pour fondamentalement évoluer, répondre aux grands challenges du 21e siècle, eh bien, il faut effectivement changer de niveau de pensée. Et dans ce changement de niveau de pensée, je pense que fondamentalement, on pourrait résumer à le monde moderne était davantage en fait un monde de compétition, alors que le monde postmoderne est davantage un monde de collaboration, où le dialogue participatif devient en fait une clé de succès pour satisfaire les parties prenantes.
Alors, si on parle d'agilité, il est intéressant peut-être de regarder voilà, ce que publie le Business Agility Report, donc le Business Agility Institute, pardon, qui est un institut mondial qui observe en fait l'évolution de l'agilité. Voilà. En Europe, on est plus ou moins à la moitié des chemins. L'échelle va de 0 à 10. Et voilà, j'aurai l'occasion également dans les observations de parler davantage en détail de ce qu'on observe en Europe. Et on a la chance pardon, de travailler dans différents pays. Donc voilà un petit peu le baromètre de l'agilité. Et ce qui est intéressant en fait de regarder dans votre quotidien, c'est fondamentalement qu'est-ce que ça signifie. Euh, on assiste à une accélération des cycles de production. Prenons simplement le nombre d'emails que vous recevez par jour. Si vous regardez la quantité d'emails que vous receviez il y a 10 ans, la quantité d'emails que vous recevez aujourd'hui, sans doute, vous devez tourner entre 100 et 200. OK, emails par jour. Et donc, ces emails, il faut y répondre, il faut les traiter. Et donc, plus les cycles de production s'accélèrent, plus je reçois des emails, plus je vais avoir des choses urgentes à faire. Certains d'entre vous l'ont exprimé, hein, Fatima Malali, et ces choses à faire peuvent éventuellement apporter des météos, on va dire, peu cléments. Et l'idée, en fait, pour résoudre ces problèmes, plus j'ai des choses urgentes à faire, mais c'est plus utiliser, en fait, les mêmes recettes, plus utiliser les mêmes façons de faire, c'est-à-dire traiter rapidement, essayer de traiter les emails quand ils arrivent, etc., pour créer ce qu'on voit ici, une boucle, en fait, d'équilibre, une boucle d'équilibre. Donc, plus j'ai des choses urgentes, plus j'utilise des recettes connues, et plus j'utilise des recettes connues, moins je vais avoir des choses urgentes à faire. Donc, plus je travaille vite, et bien plus je vais avoir de l'ordre quelque part sur mon bureau. Et Fatima disait, dans la journée, nous n'avons que 24 heures. Et effectivement, on voit la limite de cette boucle d'équilibre, c'est-à-dire qu'on peut pédaler le plus vite possible, mais quand on arrive à un certain seuil, eh bien la journée ne va pas finir. Et donc, c'est effectivement peut-être pas la bonne solution d'utiliser ces méthodes et de dire, tiens, et si on changeait de méthode? Et si on essayait de nouvelles recettes? Donc, j'ai des choses urgentes à faire, je vais utiliser de nouvelles recettes, de nouvelles façons pour traiter mes emails, pour créer une nouvelle boucle d'équilibre. Donc, plus j'essaie de nouvelles recettes avec des recettes qui, espérons, fonctionnent, vont diminuer pour avoir une nouvelle boucle d'équilibre. Le problème, c'est que ces nouvelles recettes, qui peuvent être des recettes agiles, elles ne vont pas fonctionner directement. On a ici quelque part un délai. Parce que dans l'expérience des nouvelles recettes, j'essaie des nouveaux trucs, il y a des trucs qui vont marcher, je suis dans l'expérience, il y a des trucs qui ne vont pas marcher, et donc là, j'ai perdu du temps, je vais devoir également, si on regarde, imaginons par exemple en restant dans l'idée des emails, ben voilà, plutôt que de traiter mes emails au fil de l'eau, je les regarde à 11h30 et je les regarde à 16h30, 2 fois par jour. J'informe les contreparties avec lesquelles je travaille, écoutez, et si c'est urgent, téléphonez. Sinon, voilà. Euh, je vais devoir informer les contreparties, je vais devoir éventuellement agir pour faire en sorte que, et puis travailler sur moi aussi, hein, parce que si je vois un email qui me semble urgent, j'y réponds pas, voilà, j'ai certains travail à faire, et donc j'aurai des résultats avec un certain délai. On a une conséquence en fait inattendue de ces recettes, l'utilisation de ces recettes connues. Plus j'ai des choses urgentes, plus je continue à bosser de la même façon, plus je vais avoir une impression de résilience. Et plus j'ai une impression de résilience, moins je vais avoir l'envie d'utiliser de nouvelles recettes. Et donc ici, on a une boucle de renforcement. Si on regarde en fait la somme des plus et des moins, hein, donc plus j'utilise des recettes communes, des connues, pardon, plus je vais avoir cette impression de résilience. Et le challenge en fait dans l'évolution des pratiques de travail, dans l'évolution de la culture, c'est vraiment passer fondamentalement de ces pratiques, de ces recettes connues, à nouvelles recettes. Parce qu'on se dit, oui, je sais comment ça marche, ça me donne l'impression de résilience et ça m'éloigne quelque part de l'expérimentation. Élément, disons, je vous parlais de cet assessment, de ce diagnostic pardon, de l'agilité qui mesure et donc où on peut voir en fait les valeurs, la relation entre ces différentes variables mesurées dans les organisations et les différents services. Donc, si on transpose en fait en termes d'efficacité, utiliser les recettes connues, les pratiques traditionnelles, plus le monde va être vicat, volatile, incertain, complexe et ambigu, mais moins ces pratiques vont être utiles. Et on voit dans le traitement des emails, et simplement regardant le feedback que nous a donné Fatima tout à l'heure, hein, par rapport au nombre de choses à faire,
les méthodes agiles, les nouvelles pratiques tendent à exposer davantage en fait, d'efficacité. Et donc le challenge, c'est de se dire comment passer fondamentalement de la ligne rouge à la ligne verte. Et si vous vous souvenez, dans la présentation en fait, des chiffres du Business Agility Institute, on est à la moitié des chemins. Donc notre problème aujourd'hui, c'est qu'on est à la croisée fondamentalement de la ligne rouge et de la ligne verte. Et en étant à la croisée des chemins, c'est de se dire, bah ouais, ce qui est vert, ça marche, et ce qui est rouge, ça marche. Et ce qui augmente, bien entendu, la confusion. Et dans cette traversée du gué, on a également une série d'autres éléments, qui une crise d'identité. Mais on a toujours fonctionné de façon pyramidale. Pourquoi est-ce que je devrais donner davantage de responsabilités aux employés? On est de la fonction publique, on fonctionne d'une certaine façon. Si on change, on ne sera plus reconnu comme tel parce qu'on a en fait un certain archétype. Euh, Puisque si j'essaye des choses qui appartiennent à la ligne rouge, si j'essaye des choses qui appartiennent à la ligne verte, les deux vont sans doute plus ou moins fonctionner. Qui a raison? Qui a raison de rester sur la ligne rouge? Qui a raison d'être sur la ligne verte? Finalement, on a une capacité réduite également à répondre aux crises, parce que si on passe sur la ligne verte, on est en train d'apprendre. Et on est aussi également en train de désapprendre. Apprendre signifie d'abord désapprendre. Oublier ce qu'on faisait sur la ligne rouge pour embrasser les nouvelles pratiques de la ligne verte. Et donc, ça signifie en fait qu'en étant moins capable, ici un exemple concret, l'observation de sociétés ici en Suisse, à Lugano, avec l'université, nous avons fait une étude, 4 sociétés, l'analyse en fait de leur réponse à la crise, première vague du Covid. Les entreprises moins agiles ont répondu mieux à cette crise, parce que les entreprises un peu plus agiles avaient davantage en fait de donner d'autonomie aux différents managers. Donner davantage d'autonomie, il faut apprendre à utiliser, à gérer cette autonomie. Si les personnes ne sont pas capables de gérer cette autonomie, en temps de crise, ça peut devenir à ce moment-là problématique. Et donc, c'est ce qui était observé. Donc, il est nécessaire également d'installer ce changement dans la durée. On parle d'un changement culturel, c'est un changement, la vague est longue, on peut parler de 7, 8, 10, 15, 20, 30 ans, peut-être pour la fonction publique, jusqu'à 30 ans. C'est un nombre qui est vraiment très long. La résistance au changement est appuyée par les faits. Effectivement, on voit qu'il y a des choses rouges qui fonctionnent encore. La crise du Covid, j'ai parlé trop, excusez-moi. La crise du Covid nous a apporté effectivement des éléments qui nous disent, mais effectivement, être sur la ligne rouge, ça a encore du sens. Donc, il y a un peu de confusion et bien entendu, on n'a pas de maîtrise systémique dans ce contexte, puisqu'on est en train de désapprendre pour pouvoir apprendre. Et donc, le point, c'est de se dire, dans cette traversée du gué, mais est-ce que vraiment ça vaut la peine? Et donc, vous de me dire, mais est-ce que c'est une raison pour continuer à utiliser cette pratique? Ou bien est-ce que c'est une raison pour rester d'un côté de la rive? Ou est-ce que vraiment on doit traverser? Oui, mais l'eau est froide. Oui, mais Et moi, de vous dire, effectivement, votre question est pertinente. On peut se poser la question. Et donc, pour répondre à cette question, je vous propose de regarder le modèle de l'agilité systémique, donc, qui n'est pas en fait un modèle dogmatique, qui n'est pas un modèle qui dit tout le monde agile, c'est un modèle qui permet de mesurer en fait la culture, qui permet de mesurer les façons de faire entre le contexte fondamentalement moderne et le contexte postmoderne. Alors, si on regarde en fait la systémique dans la fonction publique, on pourrait regarder monde moderne, monde postmoderne, euh, en divisant, et donc ici, on va retoucher, on va reprendre en main le diagnostic flash que vous avez exécuté. Excusez pour le vocabulaire qui est davantage, comme le disait Gérald, orienté sur le monde privé. J'essaie de décliner davantage ici sur celui de la fonction publique. Le premier élément dans cet environnement, dans cette systémique, c'est la création du sens partagé. Comment fait-on pour que tous les nez soient tournés dans la même direction? Dans le monde moderne, on était sur la norme et le statut de la fonction publique. Okay, c'est ce qui, fondamentalement, créait ce sens partagé. Alors qu'aujourd'hui, on est, ou dans le monde postmoderne, on est davantage dans la satisfaction des parties prenantes. On en parlait Thomas Michaud, cette satisfaction des parties prenantes, on a des usagers, on a bien entendu des agents, mais on a également les partenaires, il parlait de sociétés privées, qui collaborent avec la fonction publique pour faire en sorte que l'ensemble des services puissent
s'amalgamer. Et c'est donc comment faire pour créer ces satisfactions de toutes les parties prenantes et faire en sorte que le service aux usagers fonctionne, que les agents soient effectivement satisfaits, que les entreprises qui travaillent en support de la fonction publique soient également, eux, satisfaits de travailler. Premier point. Deuxième point, pratique de management. Dans le monde moderne, on a une hiérarchie qui domine. Les ordres viennent du haut, ils sont exécutés et il y a une fonction de contrôle. Alors que dans l'ère postmoderne, on est davantage en fait dans l'expérimentation. L'expérimentation, c'est se donner la possibilité de se tromper, se donner la possibilité effectivement de faire des choses qui ne marchent pas. Point de vue dialectique, non, tu es toujours des enseignants par rapport à ce qu'ils font. Donc, le manager va davantage créer un espace d'expérimentation pour les agents travaillant, les mettre en responsabilité, faire en sorte qu'ils puissent faire évoluer effectivement leurs fonctions et s'adapter davantage aux besoins des différentes parties prenantes. Le troisième domaine, c'est le domaine de l'organisation. Alors, le monde moderne, l'organisation, on est dans la bureaucratie, qui n'est pas un terme péjoratif. La bureaucratie indique en fait la définition de normes, la définition de procédures, la définition de processus, la définition de structures qui vont encadrer l'organisation. L'organisation bureaucratique, c'est une machine, et donc où il suffit, entre guillemets, d'adapter, d'utiliser des règles de fonctionnement pour la faire avancer. Alors que dans le monde postmoderne, on est dans une organisation qui va être davantage adaptative. Le terme flexible ici n'est pas bien choisi, excusez-moi. On est davantage en fait dans l'adaptation, dans le système. C'est comme si l'organisation était un être vivant qui va évoluer, qui va s'adapter en fait au fur et à mesure à son contexte pour faire en sorte que cela puisse supporter. Et donc que ça soit l'organisation à supporter la création de valeur pour les usagers et pas les agents qui nourrissent en fait les besoins de l'organisation, avec une série de pratiques qui finalement créent de la valeur pour personne. Quatrième domaine, c'est le domaine de l'information. La gestion de l'information, la gestion de la connaissance. Dans le monde moderne, on est dans le pouvoir. Donc, information égale pouvoir. Je dispose de l'information, je vais la distribuer au compte-gouttes, comme ça, je garde le pouvoir. Et vous dépendez de moi parce que pour chaque information, vous devez me trouver. Je ne vais pas vous donner les clés pour obtenir cette information. Alors que dans le monde postmoderne, on va avoir une gestion d'information qui est beaucoup plus fluide. Toutes les informations connues sont mises à disposition pour s'assurer que les personnes puissent effectivement expérimenter. Alors, il y a un point qui est intéressant, et ce qu'on a observé dans les mesures, c'est que souvent, en fait, les managers, la partie exécutive, se prétendent en fait extrêmement transparents, alors que les employés, les agents, se disent en fait mal informés. Alors, d'où vient cette asymétrie de perception? Eh bien, simplement, dans la transparence en fait, de l'information, il est nécessaire de dire ce qu'on sait, mais il est également nécessaire de dire ce qu'on ne sait pas. Donc, imaginons crise Covid, changement des façons de travailler. Dans la communication, on communique les nouvelles façons de travailler, mais on communique également ce qu'on ne sait pas. D'un point de vue, en fait, récepteur de cette information, le fait de savoir ce qui est connu, mais de ne pas savoir ce qui n'est pas connu, et de ne pas avoir en fait une affirmation sur ce qui n'est pas connu, va permettre en fait aux personnes d'utiliser, on va dire, la théorie du complot. Oui, non, mais si on ne m'a pas raconté ça, alors ça veut dire qu'il y a sans doute un plan qui est très vilain, qu'on ne veut pas partager avec moi. Et donc, en l'absence d'informations, on imagine les choses les pires fondamentalement. Donc, cette transparence va également sur ce qui n'est pas connu. Les comportements, domaine des comportements, là on va être davantage en fait dans le monde moderne, objet. Puisque l'organisation est une machine, je suis dans mes comportements un objet de cette machine et j'exécute des tâches avec principalement une fonction d'objet. Alors que dans le monde postmoderne, je vais bien entendu exécuter des tâches, je vais me rendre utile pour les usagers, je vais me rendre utile pour mes collaborateurs, je vais me rendre utile pour mes responsables, mais je vais également avoir une fonction de sujet. Je vais également en fait orienter l'action. La fonction de sujet et la fonction d'objet, ce sont les fonctions qui permettent de gérer en fait vos limites pour, en croisant vos limites avec celles de vos collègues, avec celles des usagers, avec celles des personnes avec lesquelles vous travaillez, de créer un espace dans lequel vous allez pouvoir créer cette intelligence collective. Et la fonction de sujet est fondamentale pour créer cette intelligence collective.
Sans elles, il est impossible, effectivement, que chacun prenne les responsabilités pour soi-même. Dernier domaine, les méthodes. Dans les méthodes, le monde moderne, on est davantage dans le contrôle, alors que dans le monde postmoderne, on est dans l'apprentissage continu. Les choses changent, les choses évoluent progressivement, et il est nécessaire, effectivement, de se doter de moyens d'adaptation. Et ici, je vous donnerai un exemple, de nouveau par rapport à la crise du Covid. Un service responsable de la logistique, tous envoyés à la maison pour pouvoir travailler, avait une procédure avec un formulaire qui devait être signé par les 3 personnes pour pouvoir commander du matériel. Les 3 personnes travaillent de chez elles. Le processus n'étant pas auto-adaptatif, eh bien, les personnes, qu'est-ce qu'elles ont dû faire? Elles ont dû imprimer le document, le signer, le rescanner, l'envoyer à la seconde personne, l'envoyer à la troisième personne pour avoir les 3 signatures et pour effectivement pouvoir. Alors qu'une procédure éventuellement qui permet d'évoluer, qui permet de mettre en responsabilité les personnes, permet de dire, OK, on a un contexte qui a changé, la validation et la valeur de la signature, on va dire, par mail est valide et acceptable, surtout au regard en fait du risque fondamentalement qu'il y avait. Donc, c'est se donner les moyens d'apprendre pour faire évoluer, toujours en pensant comment peut-on créer, qui sert-on, à qui donne-t-on de la valeur. Alors, je vous disais en commençant la présentation du modèle, ce n'est pas un modèle qui est dogmatique, ce n'est pas tout le monde agit à tout prix, mais c'est de dire fondamentalement où devrait-on situer entre moderne et postmoderne. L'idée, c'est de se dire où est votre contexte, quelle est la vicabilité, si vous me permettez le néologisme, vicabilité signifiant volatilité, incertitude, complexité et ambiguïté de votre contexte. Euh, si vous êtes dans un contexte qui évolue peu, sans doute est-il encore possible d'utiliser des méthodes plus modernes. Alors que si vous êtes effectivement en pleine effervescence, euh, je pense par exemple aux collègues travaillant aux impôts au moment chaud de l'année où on reçoit peut-être beaucoup de coups de fil de la part des usagers, etc. Où voilà, on peut avoir un contexte qui est effectivement effervescent. Donc, où se situe-t-on? Et puis, où est-on d'un point de vue culturel dans l'organisation? Et ce que vous voyez ici, donc, le levier indique en fait une position beaucoup plus moderne par rapport à un contexte beaucoup plus postmoderne. Et donc, on va avoir une différence. Cette différence va créer des tensions et du mal-être dans l'organisation, un tout petit peu comme si vous deviez aller faire une course en vélo en montagne, mais avec un vieux vélo tout rouillé. La structure, la culture ne vous supporte pas en fait dans votre action. Elle fait le deuxième, mais comment est-ce que je peux améliorer mon vélo par rapport aux conditions de parcours, par rapport au contexte donc qui n'est pas sous mon contrôle, éventuellement certains éléments sont sous mon influence, mais et voilà, et comment puis-je faire pour interagir avec. Et donc l'idée c'est de restaurer quelque part cet équilibre, au moins être là-bas. Et donc, si on regarde en fait l'agilité systémique, la vicabilité du contexte, on a 3 solutions. Soit on peut être en sous-activation. On va avoir du stress, des frictions qui vont altérer la performance globale de vos services et qui vont créer une dette organisationnelle. Et donc, on va avoir du stress, on va avoir des tensions, on va avoir voilà, des météos peu cléments. L'autre solution, c'est d'être en suractivation, avoir un crédit d'agilité. Et le crédit d'agilité, c'est se dire, tiens, qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec ce crédit? C'est traiter des sujets qui sont importants mais pas urgents, plutôt que d'être en sous-activation, toujours en train de courir derrière le train et de seulement pouvoir à peine faire le travail, on va dire, quotidien, et ce qui est vraiment essentiel. Je peux aussi être en activation pondérée, donc c'est résilience, en disant, OK, les vagues, les petites vagues, j'arrive à les traiter, donc c'est une vague plus grande pour me mettre en difficulté. Et donc, on peut voir en fait cette agilité représentée sous forme de cette toile d'araignée. On voit ici un déséquilibre dans l'organisation, beaucoup de sens partagé et peu d'autres pratiques. Et le problème en fait ici, c'est on a un peu le syndrome de Bruce Willis dans La Tour Infernale, c'est-à-dire que les personnes dans le service ont un sens partagé, elles sont hyper investies, mais elles ne sont pas supportées par des pratiques de management, par l'organisation, par l'information et par les comportements. Donc, ça signifie qu'il va y avoir énormément d'énergie dépensée, peu de travail en fait fait ensemble, peu de travail d'équipe, donc peu d'intelligence collective, et tous les jours, c'est l'effet pompier pour essayer de sauver la planète. Okay, et là, on a cet effet un peu, d'où l'intérêt d'avoir un équilibre en fait entre ces différents domaines.
Alors, on parlait d'intelligence collective, Thomas Michaud en parlait également. L'agilité systémique permet également de localiser en fait la position de vos services, de vos équipes, hein, en fonction de l'intelligence collective, cette capacité de bosser ensemble et la capacité à vous adapter dans ces quatre cadrans. Et donc, si on fait en fait un diagnostic, on mesure la maturité, on peut se dire, bah, OK, aujourd'hui on est là, et ce qu'on voit, c'est que pas tous les services sont au même endroit. Et peut-être que quand vous discutez avec des collègues, vous avez des difficultés en fait à vous comprendre parce que vous regardez en fait, vous situez à des perspectives différentes. Regardons ici le service A, le service B, D, voilà. Donc le C hein, qui est le plus agile, le B qui est le moins agile. On peut avoir des difficultés à parler fondamentalement, parce que les perspectives sont différentes. Et ici, il y a un point qui peut être intéressant, c'est de regarder où se situe-t-on, où se situent fondamentalement les syndicats dans la création du dialogue participatif, et de se dire que faire fondamentalement pour faire en sorte qu'on ait un dialogue qui fonctionne en travaillant, en regardant les choses de la même perspective. Parce que la transformation de la fonction publique, c'est, et si on regarde les 20 mesures publiées, on a des choses qui sont relativement inspirantes. Et c'est de dire par rapport à ça, mais comment se fait-il que, effectivement, si on regarde ces choses de différentes perspectives, ça peut poser, bien entendu, problème. Donc, un point essentiel ici, c'est de recréer en fait une perspective qui est fédératrice pour regarder les choses du même point de vue. Et donc, le point important n'est peut-être pas non plus le point où vous vous situez aujourd'hui précisément sur la carte, mais davantage en fait, quel est le parcours, d'où venez-vous et où vous allez, puisque le point sur la carte sont simplement les coordonnées à un moment donné. Donc, la relation, en fait, on peut avoir en fonction des différents types d'activation, hein, voilà, différents modèles, je ne vais pas insister trop dessus. Euh, pour parler maintenant du retour d'expérience. Et donc, vous êtes manager. Dans vos services respectifs, si les chiffres que nous avons en disposition, on a quand même pas mal d'observations, sont effectivement corrects et s'appliquent aussi pour vous, ben vous êtes en fait les moins agiles. On parle en anglais de frozen middle, de milieu gelé. Où effectivement, en termes d'agilité, les managers sont les moins bien positionnés. Alors, pourquoi? Vous avez des excuses. Voilà, je ne vais pas vous jeter la pierre, je vais vous dire aussi pourquoi vous êtes là-bas. Vous pourriez aussi sans doute expliquer pourquoi, mais vous êtes confronté à une réalité de terrain, à des besoins d'usagers qui évoluent, avec une certaine compréhension de ce qu'il faudrait faire, et d'un autre côté, avec une hiérarchie, avec des structures, avec des objectifs qui ne permettent pas forcément en fait, de réconcilier les deux. Et donc, vous êtes un peu comme si vous avez une corde, d'un côté les usagers, d'autre côté la direction, et vous essayez de faire un nœud pour essayer de lier les choses, mais ça ne marche pas toujours. Et vous êtes tiraillé en deux. Donc, c'est ce qui crée en fait fondamentalement ce positionnement. D'autres observations qui ont été faites, voilà par exemple ici, dans les cadrans d'agilité, on a un service aux usagers, prenons service de support aux personnes en question relative aux impôts, par exemple, puis le service de la voirie, on va dire le service de la voirie, top-down, donc très pyramidal, service aux usagers, très agile. Bravo le service aux usagers, pas bravo pour le service à la voirie, pourrait-on dire. Mais pas forcément. Parce que si on regarde en fait dans ce cas-ci service aux usagers, on voit qu'on a un sens partagé hyper développé. Par contre, pratique de management, d'organisation, circulation d'informations, c'est un peu mieux, mais comportement et méthode, pas top. Donc, on peut avoir un positionnement dans les cadrans qui, mais malgré tout ça, avoir une série de tensions, etc., qui font en sorte qu'on n'a pas forcément le bien-être qu'on souhaiterait avoir. Et par contre, au niveau de la voirie, avoir un équilibre, puisqu'on est dans les mesures qui sont relatives, hein, et donc avec une vicabilité de l'environnement qui est plus basse, avec une organisation du travail qui est beaucoup plus stable. La blague, c'est toujours de dire, mais on sait effectivement à la voirie que le jour après le mardi gras, il faudra balayer pour ramasser les confettis dans la rue. Donc c'est quelque chose qu'on peut planifier fondamentalement longtemps à l'avance. Et pour terminer sur d'autres observations faites, alors si certains sont intéressés, vous avez un QR code qui pointe sur la dernière publication académique de recherche hein, par rapport
par rapport au modèle que vous pourrez consulter si vous le souhaitez, elle est disponible en ligne. On a une influence des gens. Les dames sont généralement, dans les observations faites, plus agiles que les hommes, sauf dans les observations faites en France. Donc, quand je dis ça, globalement, en fait, sur les observations européennes, hein, par contre, ce qui est observé, c'est qu'en France, apparemment, en tous les cas, sur les observations faites jusqu'à présent, on a un léger avantage sur les hommes, à voir en fait avec l'évolution des observations. L'influence de l'ancienneté. Ce qu'on remarque, c'est que les nouveaux entrants dans l'organisation, les nouveaux agents, les nouveaux employés ont une agilité majeure. Et puis, il se passe un truc la première année, on leur coupe sans doute les jambes, et sur 2, 3, 4, 5, ça peut aller jusqu'à 7 ans, une espèce de ce qu'on appelait la vallée des pleurs. Et donc, une perte d'agilité pour retrouver quelque part, après un certain nombre d'années, l'agilité. L'influence de l'ancienneté, on en a parlé, hein, l'influence du rôle, on en a parlé. Les managers sont généralement les moins agiles, les juniors sont généralement relativement agiles. Ce qu'on observe également, c'est d'un point de vue exécutif et donc direction générale, c'est là quelque part des niveaux d'agilité, des perceptions d'agilité beaucoup plus distribuées. Relation entre bien-être au travail et agilité systémique. Thomas Michaud en parlait. Ce qui est important, c'est effectivement d'être bien au travail. Alors, est-ce qu'on a une relation causale? Est-ce que l'agilité crée le bien-être? Est-ce que le bien-être crée l'agilité? Dans les études que nous avons faites, il émerge davantage que c'est l'agilité, la maturité agile qui crée en fait le bien-être. Bien entendu, créer du bien-être, c'est un tout petit peu comme le démarreur sur le moteur hein, qui va permettre fondamentalement à lancer la machine et observer en fait cette corrélation très forte entre bien-être et agilité. Tension dans l'organisation, agilité systémique. Donc, ce qui a été également mesuré, ce que vous retrouvez d'ailleurs dans l'étude, si vous la consultez, c'est qu'à chaque point gagné d'agilité, on perd un point, ou quasi un point, 0,92 points de tension dans l'organisation. C'est dingue, hein? Jamais autant mal communiqué, jamais autant communiqué, pardon, et jamais si mal informé. Dans le domaine de l'information, quand on explore, donc les personnes interrogées reçoivent entre 100 et 200 mails par jour, hein, sans doute comme vous, passent leur temps en réunion et puis disent on n'a jamais été aussi mal informé, alors que les journées sont passées à fondamentalement communiquer. Et donc, on est ici dans l'expression de la boucle rouge hein, par rapport à la boucle verte. Et donc, ici, il y a sans doute des challenges, des choses intéressantes qui peuvent être faites dans les différents services. C'est de dire, tiens, et si on essayait de couper, de tronquer le trafic email de 50%, et si on essayait de tronquer également le temps passé en réunion de 50% pour être davantage en fait avec les équipes et davantage dans la création de valeur pour les usagers. Et donc, c'est sur cette suggestion, j'en profite pour vous remercier pour votre attention et je repasse la main à Gérald.